Salut à tous, salut à toutes. After Stade, c'est votre rendez-vous football. Émission spéciale forcément. On l'a attendu vendredi dernier, le tirage au sort des groupes de la CAN 2019. On connaît enfin la composition des 6 groupes. Il y aura des chocs, de belles affiches en perspective et aussi un petit peu d'incertitude. Ça, c'est pour le menu. Vous l'avez compris, on va parler de tous les groupes. On va faire un vaste tour d'horizon. Aussi voir un petit peu, on va se projeter sur la compétition. Aujourd'hui, pour m'accompagner, 2 invités de choix. D'abord, Anthony Mouyongi, notre fidèle consultant. Bonjour Anthony. Bonjour Mansour, bonjour aux téléspectateurs. Et Bruno Aoyo aussi régulièrement qui vient souvent avec nous accompagner de Campus Sport Nigeria, c'est bien ça? Absolument, salut Mansour, salut bon l'accent? Parfait. Parfait, ouais. Je me mets déjà au rythme, au rythme de la CAN. Voilà. Alors là, messieurs, on était là vendredi tous en attendant combien 3 heures de show, un petit peu, pour revoir ce fameux tirage au sort des groupes. On connaît enfin les groupes. Déjà, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quel est le groupe de la mort? On attend toujours ce groupe de la mort. Ce sera lequel cette année? Je pense que c'est le groupe E où on retrouve trois prétendants, 3 pays qui je crois qu'il y a l'Afrique du Sud. Le D peut-être, non? Le D peut-être. Maroc, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est ça le groupe qui. Et la Namibie. Et la Namibie. La Namibie, il faudrait qu'il y ait un miracle pour les Namibiens pour arriver même à occuper la 3e place. Je crois que c'est ça. Ça n'arrivera pas. Autant dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Faut pas insulter l'avenir, attention. Hein. Ça me paraît improbable. Ouais, très très compliqué. Alors voilà, messieurs, on était là donc pour voir ce fameux tirage au sort. On va commencer par le groupe A forcément, avec le groupe, donc on va le voir à l'image, l'Égypte, République démocratique du Congo, Ouganda et Zimbabwe. Très abordable hein, pour l'Égypte. Oui, très abordable. Le pays hôte, on va dire, est épargné comme par hasard. Oui, oui. Souvent on a ce genre de tirage où le pays hôte est un peu épargné par le hasard. On veut bien que le pays hôte reste plus longtemps dans la compétition. On a l'Égypte, on a la République démocratique. Et pour les 3, la RDC arrive légèrement en dessus, mais la RDC a été dans le même groupe des éliminatoires avec le Zimbabwe, donc on peut dire que c'est maintenant des équipes qui se connaissent. Ça va être serré, ça va se jouer pour la 2e place ou la 3e place, les 3 là. L'Égypte, je crois que sauf miracle, l'Égypte terminera première. Bruno est favori logique. Oui, et puis c'est une équipe de plus en plus solide, qui a la Coupe du Monde. Malheureusement, a été privé d'un Mohamed Salah au meilleur de sa forme. Mais voilà, l'Égypte à domicile, on le sait, c'est une machine incroyable qui sera performante sans nul doute. Mais attention à la République démocratique du Congo, là, il commence à avoir une routine, je trouve, qui s'installe dans l'équipe. Ouais. Et tactiquement, ils peuvent se faire surprendre. Déjà, le match contre l'Égypte sera compliqué, mais attention aussi à l'équipe du Zimbabwe avec Knowledge Musona et Marvelous Nakamba qui peut être une des surprises de cette Coupe d'Afrique. Alors justement, on va passer à la RDC. On va avoir cette phrase du sélectionneur Florent Ebengue qui dit, vous dites que les Égyptiens sont des ogres. Donc, on va être des petits poussés malins. C'est pas mal. Oui, c'est très ingénieux. C'est une façon de dire qu'il n'a pas peur, qu'ils vont saisir leur chance. L'Égypte sera certes favorite du fait de jouer sur ses terres, mais la RDC ne va pas se laisser faire. La RDC aussi va jouer sur... c'est pas une petite équipe, même qui dit petit poussé, il sait que la RDC, c'est une grande équipe et que souvent dans les grandes compétitions, arrive à se prendre, arrive à produire du jeu. Donc, mais est-ce que, du coup, quelque part, la RDC n'est pas peut-être en danger, parce que quand même on rappelle, la RDC a fini derrière le Zimbabwe en qualification. On dit que l'Égypte est le favori logique. Si on voit les résultats bruts, la RDC est 3e actuellement. Oui, je suis assez d'accord. En plus, il ne faut pas négliger le fait que même si l'équipe de République démocratique du Congo est une équipe patriote, etc., avec plein de joueurs techniques, doués, etc., il ne faut pas négliger le facteur à domicile pour l'Égypte. Ouais. Et justement, là où en Afrique subsaharienne, on a du mal à remplir les stades, les stades vont être pleins, ils vont tout faire pour que les stades soient pleins. En plus, en ce moment, le peuple a beaucoup besoin de se défouler avec ça. Donc, l'équipe d'Égypte sera performante et aura son public. Ça va être très difficile de les empêcher de gagner. Franchement, là, ils ont quasiment tout réuni avec cette organisation qui tombe du ciel pour aller chercher le titre. Un 8e titre. Alors, est-ce que le Zimbabwe, ça ne sera pas les troubles fêtes de ce groupe? Oui, je pense que si on repart pendant la phase éliminatoire, personne ne s'attendait à ce que le Zimbabwe sorte du groupe où il y avait les 2 Congos et le Libéria. Les gens se disaient, bon,
soit c'est la RDC, le Congo ou à défaut le Libéria. Ouais. Mais le Zimbabwe s'est arrangé à battre toutes ces équipes et à se retrouver en tête du groupe. Donc ça montre que le football zimbabwéen est en forme. Donc il faudrait que les équipes qui vont jouer contre elles doivent faire attention. Ils ne doivent pas se dire que parce que c'est les Zimbabwe, parce que ce n'est pas un habitué de la Coupe d'Afrique des Nations, donc on va croquer facilement. On va passer au groupe B, messieurs. Le groupe B, on va le découvrir aussi, qui comprend donc le Nigeria, avec les Super Eagles qu'on attend toujours dans la compétition, la Guinée, Seros Sadar sans doute à venir, Madagascar ou encore le Burundi. Alors, messieurs, forcément, j'ai envie de vous dire, Nigeria et Guinée, Bruno, prime à l'expérience, non, dans la compétition? Je suis assez d'accord, mais un petit œil sur le Burundi quand même, parce que c'est une équipe voilà, qui nous a fait plaisir pendant les éliminatoires avec un élan de fraîcheur. Et en plus, là, pour le coup, jusqu'à la 3e journée, vu que maintenant il y a les 4 meilleurs 3e, ce sont des équipes qui pourront surprendre leur adversaire. Madagascar, j'ai un peu plus de doutes parce que j'ai l'impression, voilà, avec l'entraîneur Dupuis qui prend un club en France, j'ai l'impression que bon, ils ont fait leur travail, ils sont qualifiés pour la première fois, c'est fantastique. Et je pense que ça va être compliqué pour évidemment les Super Eagles qui sont les favoris mais incontestables de ce groupe. Alors, quand même, on rappelle que dans ce groupe, il y a le Madagascar et aussi le Burundi, donc 2 novices dans la compétition. Et derrière ce sujet, le sélectionneur du Nigeria, Garnator, il dit attention aux novices qui jouent avec beaucoup d'enthousiasme. Ce n'est pas forcément un avantage de les avoir dans le groupe. Vous en pensez quoi, Anthony? Bon, on peut dire que c'est un discours c'est de la com, peut-être. Il ne peut pas dire officiellement que le Nigeria est peut-être satisfait de tomber dans un groupe où il y a Madagascar et le Burundi. Mais comme en matière de foot, Mansour, personne ne peut prédire d'avance ce qui se passe. La vraie réalité, c'est la réalité du terrain. Le Nigeria est certes largement favori devant Madagascar et Burundi. Mais il faudrait faire attention quand même parce qu'un but, n'importe quel joueur peut marquer un but. Après, moi je suis pas vraiment d'accord dans le sens où quand même le Nigeria, normalement, avec l'expérience qu'ils ont accumulée ces dernières années et le réservoir de talent qui est énorme, au Nigeria, il n'y a pas d'excuse. Le Nigeria doit sortir avec au moins 7 points de ce groupe. Ça doit être un favori. Et c'est à M. Garnator de regarder comment ces équipes se préparent. Voilà, comment ces équipes se préparent tactiquement, d'être à jour. C'est du travail. Et je pense que le Nigeria n'a pas d'excuses. Voilà. La façon dont le Nigeria est sorti de la Coupe du Monde, déjà, ça fait beaucoup de déceptions au pays. Là, il est attendu au tournant, Garnator. Une équipe qui sera aussi forcément attendue, c'est la Guinée de Paul Pout, qui a fini première de son groupe devant la Côte d'Ivoire. Alors, la Guinée, c'est une équipe, on a l'impression, c'est une puissance montante. Elle ne fait pas de bruit, mais ça avance. Mais dans l'histoire, la Guinée s'est toujours retrouvée dans ce genre de circonstances. Ouais. Une équipe intéressante et à un moment disparaît des radars et revient avec une nouvelle génération. On a eu des étapes comme ça dans l'espoir que la Guinée va enfin gagner un trophée continental, mais ça a toujours été comme un peu le cas sénégalais, arrivé à un niveau, il y a comme des coupures, c'est comme s'ils avaient du mal à accéder à un niveau supérieur. Mais je pense que cette année, après une phase éliminatoire où ils ont dominé le groupe en terminant devant la Côte d'Ivoire, j'espère que ça sera l'occasion ou jamais, d'autant plus qu'ils sont dans un groupe abordable, en dehors du Nigeria qui paraît insurmontable, peut-être l'équipe la plus dangereuse du groupe. Il y a Madagascar et le Burundi qui sont à leur portée. Et s'ils ne terminent pas parmi les 3 premiers, ce sera un gros échec pour la Guinée. Et vous ne voyez pas la Guinée finir première de ce groupe ? Ce serait un vrai camouflet pour le Nigeria. Mais après, il faut le dire aussi, la Guinée, c'est un des pays qui travaille le mieux au niveau de la formation en Afrique et qui va souvent loin dans les compétitions de jeunes et continentales. Donc, justement, c'est le fruit de ce travail-là. Après, comment tous ces jeunes vont pouvoir passer un palier, on va le voir. Mais normalement, ils ne sont pas favoris de ce groupe. Mais évidemment qu'avec le réservoir de talent et le fait que Paul Pout connaisse très bien le football africain et son expérience dans cette compétition-là, forcément, c'est une équipe à suivre. Alors, on passe au groupe C. Le groupe C avec l'Algérie, le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. Alors, messieurs, on en parlait tout à l'heure en off. Dès qu'il s'agit de donner un des favoris de cette édition, tout le monde dit le Sénégal. C'est aussi flagrant que ça ?
Oui, à mon avis, c'est aussi flagrant parce que je pense que le Sénégal aurait mérité depuis longtemps de gagner au moins une Coupe d'Afrique des Nations parce que, comme Bruno le dit, il y a un réservoir et le Sénégal a compté en son sein des joueurs de talent. Je ne prends pas la génération de 86 qui s'est fait éliminer dans des conditions dramatiques. Il y a eu la génération de 92, mais je parle un peu plus de la génération de 2002 qui avait la possibilité puisqu'elle a atteint la finale. Mais après, on attend toujours que le Sénégal revienne. C'est comme s'il y avait un petit blocage. Donc moi, quand je vois les 24, outre l'Égypte, que je trouve le favori naturel du fait que l'Égypte à domicile, elle est monstrueuse, elle perd difficilement à domicile quand elle organise. Et moi, en deuxième favori, je mettrais le Sénégal parce que je trouve que cette équipe a du potentiel, a des joueurs de qualité, a des joueurs intéressants qui peuvent l'amener aussi loin que possible. Maintenant, comme on dit, la réalité du terrain, elle est tout autre. Même si en ce moment, son joueur phare est en forme, est-ce qu'il va avoir la même forme en jouant sur le continent avec des coéquipiers de la sélection? C'est ça la grande chose. Alors, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, il dit que le Sénégal est le favori du groupe. Bruno, comment est-ce que vous expliquez ce fait que justement le Sénégal, ils sont toujours annoncés parmi les favoris, mais ils peinent toujours à passer ces fameux quarts de finale? C'est quand même une équipe brillante, hein, enfin, avec tous les jeunes, tous les jeunes que le Sénégal arrive à nous sortir. Après, dans ces compétitions-là et à partir d'un certain moment, il y a le facteur tactique qui joue. Et quand votre entraîneur, on n'a pas toujours l'impression qu'il maîtrise son sujet, comme moi je le dis très honnêtement, sans problème, ou à la Coupe du Monde ou à la dernière CAN, forcément, voilà, vous vous retrouvez dans des situations compliquées, vous ne passez pas les caps que vous devez passer. Donc ça va dépendre aussi d'Aliou Cissé, comment il va faire cet alliage, voilà, parce que je connais des gens qui ont un peu de mal avec sa façon de travailler tactiquement, quelques gens comme ça. Mais après, le truc c'est que comment est-ce qu'il va réussir à faire cette équipe comme ça, à faire cet alliage, et comment il va répondre à ce que Belmadi ou Amouniké avec la Tanzanie va lui proposer, parce qu'ils l'attendent au tournant, ça c'est sûr. Ouais. Alors les deux autres équipes du groupe, c'est le Kenya et la Tanzanie. Quand on prend ce groupe Sénégal-Algérie, on a l'impression que les deux premières places elles leur sont promises et que ça va être écouté. Le match Kenya-Tanzanie, ce sera qu'après le vainqueur ira sans doute en huitième. Oui, ça c'est sur le papier. Il ne faudrait pas que les joueurs, que ce soit algériens ou sénégalais, aillent en Égypte avec cette idée en se disant, bon, contre le Kenya, contre la Tanzanie, c'est déjà 3 points. Les 3 points, il faudrait les prendre. On a vu l'Algérie, lors de la dernière CAN, être dans un groupe abordable, mais se faire éliminer rapidement parce que la compétition a été peut-être mal préparée. Il faudrait que ces joueurs algériens et sénégalais se disent tant qu'on n'a pas gagné, rien n'est encore acquis. Oui, et après aussi, attention à l'équipe de Tanzanie. Moi, je suis franchement surpris de leur qualité de jeu, leur capacité à ressortir le ballon proprement. Et attention, parce que justement, quand on parle de révélation potentielle, Ali Mbwana Samata, ce qu'il est en train de réaliser en Europe et le niveau qu'il est en train d'atteindre, attention, vous avez des joueurs un peu empruntés par la température ou un contexte. Cette équipe collectivement avec son attaquant phare et capitaine, ce sera quelque chose à attendre. C'est vrai que souvent il y a des grosses équipes qui sont annoncées, il y a des grands joueurs qui auront fait des saisons longues, très longues. Il y a des joueurs qui seront beaucoup plus frais, ça peut faire la différence. On passe au groupe D, messieurs, si vous le voulez bien. Alors le groupe D, sans doute on disait le groupe de la mort parce que c'est plus relevé, avec donc le Maroc d'Hervé Renard, la Côte d'Ivoire d'Ibrahim Kamara, il y a qui d'autre aussi, l'Afrique du Sud et la Namibie. Les retrouvailles encore, Hervé Renard et la Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est tous les 2 ans ils se retrouvent. Voilà. Alors ils étaient aussi ensemble lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. D'ailleurs, Hervé Renard qui dit du Maroc, on rencontre pas mal la Côte d'Ivoire, ça nous sourit pourvu que ça dure. C'est un petit peu ça, non? Voilà, c'est vrai. Le Maroc travaille, a un entraîneur stable avec qui il travaille depuis longtemps. Après, la Côte d'Ivoire a du mal à retrouver ce qui a fait d'elle un championne d'Afrique. Donc oui, le Maroc est favori, l'Afrique du Sud aussi, ce sera une équipe. Et on aura quand même un beau derby. Bon, il y aura quand même des histoires à faire avec le derby Afrique du Sud-Namibie. C'est justement la CAN à 24 nous permet de raconter plus d'histoires. Alors, c'est qui le favori logique de ce groupe qu'on regarde? Maroc, Côte d'Ivoire? Je t'enverrai pour le Maroc. Le Maroc?
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait tant que, parce que quand même la Côte d'Ivoire, c'était champion en 2015? Hervé Renard il a tout se dire qu'on a l'impression que depuis quelque temps, le Maroc a pris un peu d'ascendant sur la Côte d'Ivoire. Donc est-ce qu'elle va se confirmer dans cette compétition ou non? Mais c'est juste sur ce facteur, le dernier résultat. Au vu de dernières confrontations entre les deux équipes, le Maroc a un petit avantage sur la Côte d'Ivoire. C'est le côté mondialiste ou c'est un facteur psychologique? Il y a quelques cadres aussi qui sont en train de prendre de la bouteille. Hakim Ziyech en Europe qui voilà sur la scène européenne brille. Achraf Hakimi aussi avec le Borussia Dortmund qui malheureusement s'est blessé, mais lui aussi fait partie de cette génération-là. Donc c'est une équipe qui a gagné en maturité et peut-être justement que cette espèce de capacité à calmer les temps faibles pendant la Coupe du Monde, etc. En un an, ils l'auront gagné. Et donc, ce sera une équipe redoutable. Et forcément, la Coupe d'Afrique se passe en Afrique du Nord. C'est un avantage non négligeable pour toutes ces équipes-là. Alors, on va continuer aussi avec l'Afrique du Sud qui sera dans ce groupe-là. Alors, on avait l'impression que l'Afrique du Sud, étant donné qu'elle était dans le chapeau 3, peu importe quelle est la tirée, elle se retrouve forcément dans le groupe de la mort. C'est-à-dire que quand même, c'est un gros morceau. Ouais, un gros morceau. Qui pourra peut-être jouer les troubles faites, vous pensez ou pas? Oui, ça dépendra de la qualité des joueurs. Au moment où ça dépendra de la fraîcheur, ça dépendra de plusieurs facteurs, parce que l'Afrique du Sud aussi est à la recherche de son glorieux passé. Donc c'est une équipe qu'on attend, mais qui depuis un certain nombre d'années est décevante. Peut-être que c'est l'année ou jamais de jouer avec le Maroc et la Côte d'Ivoire dans l'espoir d'atteindre les sommets qu'elle avait atteints il y a quelques années. Et la Namibie dans tout ça? Non, mais la Namibie, ça va être, comme on l'a dit en début d'émission, ça va être compliqué pour eux. Voilà, c'est une jeune équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience sur le continent. Ça va être extrêmement compliqué. Et pour moi, leur identité de jeu n'est pas claire. C'est une équipe c'est toutes ces équipes qui, sur des matchs traquenards, notamment à Windhoek, chez eux, ils arrivent à dominer des adversaires en jouant sur la fibre patriotique, sur le côté à domicile. Mais en CAN, tout ça s'estompe. On a vu ça à la dernière CAN avec l'Ouganda, par exemple, qui a eu beaucoup de mal. Pourtant, ils étaient qualifiés avec brio pour l'édition dernière au Cameroun. Alors, toujours au sujet de ce groupe au Gabon, exactement. Toujours au sujet de ce groupe D, la Côte d'Ivoire, juste pour revenir dessus, c'est une nation sur le déclin, non, légère, un petit peu, ces derniers temps. Oui, comparé il y a 10 ans, il y a 12 ans, c'est même récemment, et tout juste après la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, je pense que le niveau a baissé, que certains membres de la génération dorée étaient arrivés à la fin, les derniers qui se sont accrochés jusqu'à gagner le trophée. Après, la relève a du mal à assurer, puisque apparemment la génération de Drogba et autres avaient mis la barre trop haute avec la qualification en Coupe du Monde, les finales de Cannes. Et je crois que c'est aussi une nation qui est à la recherche de son passé récent, puisque la Coupe d'Afrique ne date pas d'il y a longtemps. Après aussi, un des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont fait du binational à outrance. Ouais. Et ça, c'est pas tellement dans la culture de la Côte d'Ivoire. Ils avaient une identité de formation forte, l'école Guiou, etc. Et maintenant, le socle de jeunes formés au pays est moins bon. Et ils ont voulu combler ça, avec notamment Marc Wilmots. Ils ont voulu combler ça en nationalisant en recrutant plein de binationaux. Bon, voilà, il y a des bons joueurs, Cornet, Pépé, etc. Mais il faut que tous ces joueurs doivent se remettre dans le contexte africain, et ça, c'est pas évident. Donc forcément, déjà, pour tutoyer les sommets, ils peuvent toujours faire des exploits, mais pour tutoyer les sommets, la Côte d'Ivoire doit retrouver son identité de football, et ça, c'est très important dans des compétitions comme ça. En tout cas, on verra ce que ça donnera en juin prochain. Il nous reste encore 2 groupes à analyser, messieurs. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la compétition. Mais ça, c'est dans quelques instants, après cette courte pub.
Stade, deuxième partie, toujours avec Anthony Mouyungi et Bruno Ayo, toujours autour de cette analyse des groupes de la CAN 2019. On en a fait 4 sur 6, on passe au groupe E, messieurs, le groupe E avec la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Peut-être sans doute, Anthony, le groupe le plus homogène, non, quelque part, de la compétition. Oui, on trouve les représentants de plusieurs zones du continent, mais c'est aussi un groupe relevé. Oui, ça... Mali, Tunisie, Angola, ça doit pas être... c'est difficile de dégager un favori, même si la Tunisie vient naturellement. Mais je trouve que sur le terrain, ça sera très serré entre les trois équipes. Oui, après, bon, c'est quand même compliqué d'exiger d'exiger beaucoup des autres équipes. L'Angola, bon, ils ont eu un trou et ils reviennent avec une génération, mais c'est pas évident. Mais ils ont des bons joueurs, des joueurs très intéressants comme Clinton Mata, l'arrière-droit qui joue en Belgique au club de Bruges. Après, la Mauritanie, c'est une première expérience. Ouais. Ça va être compliqué, même si c'est une équipe voilà, qui a quelques talents. Mais sur le côté meilleur troisième, ils peuvent créer la surprise. Bon, on verra comment ça va se passer, mais la Tunisie est clairement favorite, c'est sûr. Alors, ce groupe, c'est un petit peu le groupe, on va dire, le Giressico, c'est les retrouvailles d'Alain Giresse avec le Mali, parce qu'on se souvient qu'Alain Giresse est parti un petit peu en mauvais terme avec le Mali, ils l'ont un petit peu quand même poussé à partir en disant qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité. Est-ce qu'il y aura une sorte de revanche pour lui, maintenant qu'il entraîne la Tunisie ? Bah, je ne pense pas qu'il aura l'idée de revanche, mais au fond de lui, il y aura quand même une envie. Si la Tunisie arrive à battre le Mali, il sera quand même doublement content, plus content que les joueurs. Forcément. Ça sera peut-être un clin d'œil. Vous voyez, vous m'avez viré et je vous bats. Donc, mais l'idée de revanche ne doit pas animer l'entraîneur avant ce match, sinon il peut fausser sa stratégie, sa façon de préparer l'équipe. Oui, mais je pense qu'il a quand même une frustration. Enfin, on connaît sa carrière de footballeur, c'était quand même quelqu'un de très caractériel et ses dernières expériences avec le Sénégal, le Mali, certainement, oui, ça doit lui rester en travers de la gorge. Donc je crois qu'il a à cœur avec ce groupe de Tunisiens qui est réceptif de faire quelque chose à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est certain, il va peut-être pas le dire, mais c'est certain. Hein. Alors, le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, qui prévient, il dit que certes c'est un groupe difficile, mais ce sera aussi un groupe difficile pour les adversaires de la Mauritanie. C'est pas mal ça. Oui, ça. C'est de la com aussi. En même temps, la Mauritanie a fini première du groupe en éliminant Burkina Faso, c'est pas rien. Mais comme Bruno a dit, je pense que la troisième place sera idéale pour la Mauritanie. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est du football. Donc après, on va dire quoi, Tunisie, favori logique ? Tunisie, favori logique. Oui. Et le Mali aussi, qui est une équipe dont j'attends voir un peu comment ils vont se régénérer. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de joueurs qui passent un cap. Mais voilà, pour gagner la CAN, c'est toujours un peu compliqué. On va voir comment ça s'articule avec M. Magasuba et comment ils vont pouvoir réaliser un bon tournoi. Et la grande inconnue angolaise dont on ne sait pas trop ce qu'elle peut réserver. Voilà, avec un entraîneur qui n'a pas d'expérience en Afrique, donc il faudra voir, mais ils vont avoir du mal à sortir du groupe, je pense. Alors messieurs, on passe au dernier groupe, le groupe F, le groupe du tenant du titre camerounais qui remet son titre en jeu, en tout cas pour l'instant, parce que on ne sait pas ce que nous réserve le TAS. Donc Cameroun, Ghana aussi est une force du continent, les écureuils du Bénin et la Guinée-Bissau. Alors, on a vu ces derniers temps le Cameroun monter en puissance lors des éliminatoires, Anthony. Est-ce que ça peut se confirmer lors de la compétition ? Bon, avec le Cameroun, j'ai toujours du mal à me prononcer avant parce que le Cameroun, on le sait. La vérité d'un match n'est jamais celle de l'autre. Voilà. L'avant-tournoi n'est jamais le tournoi avec les Camerounais. On a bien vu il y a 2 ans, effectivement, petit à petit, personne ne le voyait. Le Cameroun a éliminé le Sénégal jusqu'à battre l'Égypte en finale. Donc avec le Cameroun, je suis toujours un peu réservé. Et comme ils sont tenants du titre, peut-être qu'ils auront à cœur de garder le trophée en terre égyptienne. Mais je pourrais dire que le Cameroun sera je le vois parmi les 3 qualifiés en 8e de finale, s'ils sont premier, deuxième ou troisième. Mais une non-qualification au second tour sera un gros échec pour le Cameroun. Déjà qu'ils ont eu
été entre guillemets humilié avec le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera une façon de montrer à la CAF que le Cameroun est un pays de football en remportant une seconde édition d'affilée, mais ça sera très compliqué. C'est sûr. Alors, Cameroun-Ghana, à qui l'avantage? Je pense sur le plan du jeu plus le Ghana, voilà, Ouais. qui est une équipe traditionnellement qui joue bien, qui réussit des coups. Mais après, cette équipe du Cameroun est toujours difficile à cibler parce qu'ils ont, il faut le dire, une force mentale remarquable. C'est toujours une de leurs forces. Et puis aussi, l'expérience du duo Seedorf-Kluivert va être vraiment cruciale pour réussir un coup. Et je pense que dans les temps difficiles, les temps compliqués, voilà. Mais attention à l'équipe du Bénin, au niveau de l'organisation tactique, les équipes de Dussuyer sont toujours difficiles à bouger. Donc je pense que le Bénin peut jouer sa chance, mais je trouve par exemple que l'équipe de Guinée-Bissau, bon voilà, un peu à contre-cœur je le dis, un peu à plus de... Ça lui fait mal, ça lui fait mal de le dire. Un peu plus de talent avec Frédéric Mendy et Piketty. Voilà, j'avais bien aimé leur CAN 2017, malheureusement ils n'avaient pas passé le premier tour, mais je trouve que ce que Bassirou Kandé propose avec cette équipe est toujours très intéressant à suivre. Alors, messieurs, on va maintenant se projeter un peu plus dans la compétition. On en a parlé tout à l'heure, l'Égypte favori, on a l'impression de dire logique. On faisait même la blague en disant qui sera champion d'Afrique derrière l'Égypte. Ouais. On a l'impression que tous les voyants sont au vert pour eux. À domicile, l'appui du public, une équipe avec une star, Mohamed Salah, avec un petit peu d'arbitrage maison, parce qu'on sait que des fois, quand c'est un peu compliqué, on connaît la chanson. Qu'est-ce qui peut arrêter l'Égypte? Elle-même. C'est l'Égypte qui peut arrêter l'Égypte si les joueurs ne jouent pas bien le coup, si les joueurs ne sont pas à la hauteur des attentes du public, des attentes de l'organisation. C'est-à-dire qu'imaginons que Mohamed Salah soit maladroit, qu'il n'arrive pas à marquer des buts. Ce serait surprenant, mais bon. Bon, ça peut arriver. Bien sûr. Il faudrait qu'à ce moment, l'Égypte donc possède en même temps les atouts pour gagner et également les faiblesses pour ne pas gagner. Si les joueurs ne supportent pas la pression le fait de jouer à domicile, aussi à un revers, c'est de ne pas aller être à la hauteur de cette pression. On a vu beaucoup de clubs, beaucoup de pays organiser le tournoi, mais ne pas gagner à domicile parce que mentalement, ils ne sont pas allés au même niveau d'attente que le public. Donc l'Égypte est bien placée pour gagner. Elle peut aussi, dans cette quête, trébucher et puis terminer finaliste ou bien demi-finaliste. Après, il y a un facteur aussi, c'est qu'il y aura plus de matchs, il y aura le facteur de la chaleur aussi, et ça va user les 24 équipes. Mais attention, sur un derby aussi, sur un match contre l'Algérie ou la Tunisie, ça peut être aussi compliqué pour l'Égypte. Bon, évidemment que l'Égypte est favorite, mais voilà, sur une CAN, il se passe toujours plein de choses, on a toujours des surprises, etc. Donc la voie n'est pas tracée. La preuve, qui aurait très franchement pensé quand la finale 2017 à Libreville, c'est le Cameroun qui gagnerait. Donc, c'est clair que l'Égypte a une voie un peu royale, mais attention, on n'est jamais. Alors, derrière l'Égypte, ce serait qui on va dire les autres sérieux favoris, ceux qui étaient à la Coupe du Monde? Nigeria, Sénégal. Nigeria, Sénégal. Mais en même temps, comme on joue au Maghreb, je mettrais, outre le Sénégal, les pays du Maghreb. Alors, ça tombe bien. C'est pas le Maghreb vraiment, c'est l'Afrique du Nord au moins. Je mettrais l'Algérie, je mettrais le Maroc parce qu'il y a l'afflux. Généralement, les tournois reste dans la zone. L'Afrique du Nord, effectivement. D'ailleurs, ça tombe bien. Il y a la question de notre internaute Abdel Fattah. D'ailleurs, pour vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions sur les réseaux sociaux et nous, on y répond en plateau. Donc, Abdel Fattah qui demande est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une passe d'armes entre les sélections subsahariennes et les équipes d'Afrique du Nord pour cette édition? C'est-à-dire que justement, est-ce que ce que vous disiez, Anthony, que les équipes d'Afrique du Nord, est-ce qu'elles ne seront pas plus avantagées vu qu'elles vont jouer dans des conditions qu'elles connaissent sur le sol égyptien? L'Algérie, c'est pas très loin. Le Maroc, il y aura de la délégation, la Tunisie aussi. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour les nations du Nord? Pour une fois, justement, qu'elles ne sont pas en Afrique subsaharienne. C'est certain, mais après, ça dépend tellement de facteurs. La CAN 2006, il n'y avait que l'Égypte vraiment qui avait surnagé dans les nations du Nord. La Tunisie, je m'abuse, était sortie assez tôt. Je ne sais même pas si l'Algérie jouait cette CAN. L'Algérie était donc,
très tôt aussi. Donc, bon, c'est clair que ça peut être un avantage, mais ce ne sera pas pour moi l'avantage vraiment décisif. Et puis, je pense que si quelques sélectionneurs nous sortent quelques coups tactiques, il y a quand même une possibilité. Quoi. Il ne faut pas partir perdant d'avance, parce que sinon, vous leur donnez le trophée. Ils attendent que ça. Voilà. Alors, messieurs, on va faire un petit zoom sur les 3 néophytes de cette compétition. On le rappelle, le Burundi, Madagascar et la Mauritanie. 3 équipes qui sont là. Certains disent parce que la CAN est passée à 24, mais bon, il y en a quand même qui sont qualifiés parmi les deux meilleurs premiers, donc ils auraient quand même été là si la CAN était à 16. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ces équipes-là, Burundi, Madagascar et Mauritanie? Est-ce que les 3 peuvent déjà aller en 8e? Oui, ils peuvent aller en 8e s'ils abordent bien la compétition, mais généralement quand on arrive on participe pour la première fois, on a tendance à dire on vient pour apprendre, on va pour observer. Mais je ne suis pas sûr que les 3 équipes viendront pour observer, ils viendront pour jouer leur chance, même quitte à peut-être créer des surprises. Je vois que Madagascar est dans un groupe très difficile, ça sera une belle vitrine pour Madagascar si Madagascar arrivait peut-être à accrocher le Nigeria, à accrocher un pays, c'est intéressant, mais pour eux, ça sera éviter surtout d'être ridicule, jouer crânement sa chance et peut-être profiter de ce que le terrain peut offrir. Après, bon, étant donné que Madagascar et le Burundi sont dans le même groupe, c'est-à-dire qu'un des deux risque sans doute de se retrouver en 8e de finale pour une première, ce qui serait déjà pas mal. Oui, et moi je miserais bien sur l'équipe du Burundi. Je trouve que voilà, c'est une équipe avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joueurs très prometteurs. Fiston Abdulrazak, Saïdo Beraino qui, je pense, sur une compétition comme ça, qui est un joueur un peu inconstant, mais qui était un des joueurs anglais les plus doués, puisqu'il est binational anglo-burundais, enfin britannico-burundais. Et je mettrais une petite pièce là-dessus. Après, l'équipe de Madagascar, je trouve que l'ensemble est un peu hétérogène, mais attention à Marco Ilea Maritra, qui joue à Charleroi, qui est un très bon joueur de ballon, avec une qualité de frappe remarquable, et sur une CAN, ça fait toujours des étincelles. Alors voilà, ce sont 3 nouveaux qui vont découvrir la compétition, mais aussi certains aspects dans l'aspect financier, et on sait l'aspect financier, tout ce qui est frais de déplacement, les primes et tout ça avec. On a vu récemment, on n'est pas passé à côté, la Mauritanie qui a fait un téléthon pour aider l'équipe à la CAN. Plus récemment, c'est le président de la fédération burundaise qui a appelé le gouvernement et les supporters à mettre la main à la poche pour payer l'équipe parce qu'ils ont un trou dans la caisse de 100 000 euros. C'est pas rien quand même, ces sommes-là. C'est des petits problèmes qui, à la fin, des fois dans la compétition, peuvent poser des problèmes. Mais qui montrent qu'il y a des véritables soucis de gestion. Un président de la fédération qui demande de l'aide et qui dit qu'il y a un trou de 100 000 euros. C'est ça. Est-ce qu'il a expliqué aux gens où sont passés les 100 000, pourquoi il y a un trou de 100 000 avant de demander? Non, il a fait un budget. Il a estimé les frais de participation à 290 000 euros. Et là, il a dit ils n'ont que 170 000, il manque à peu près 100 000. Ah, vu sur cet angle, il a peut-être raison de demander de l'aide. Mais comment est-ce qu'on peut se qualifier pour la CAN et ne pas avoir le budget pour ensuite aller à la compétition, quand on sait qu'on aura les primes de qualification et tout ce qui va avec? C'est mal géré, c'est un problème de gestion. Mais je sais pas, c'est bizarre. Après, c'est des équipes aussi qui ne sont pas habituées, peut-être. On va dire, on peut mettre ça sur ce compte-là. Mais heureusement, je trouve que ça n'arrive pas trop encore. Heureusement, on n'a pas encore eu l'équipe qui n'a pas pu venir à la CAN parce que il n'y a pas l'argent. Heureusement, Dieu merci, on arrive à s'éviter ce genre de choses. Donc bon, je pense que ça devrait se régler, j'espère. De toute façon, et puis... le gouvernement sûrement va signer un chèque. Voilà. Pour une première CAN, où ils vont régler le problème. Je suis sûr que je ne serais pas surpris qu'ils prennent la même initiative que la Mauritanie en organisant un petit téléthon ou en faisant un appel aux dons pour aider la fédération à accompagner l'équipe nationale pour la CAN. Alors, messieurs, on va aller maintenant dans la compétition elle-même. La première CAN à 24, on l'a dit. Vu la composition des groupes, est-ce que ce serait possible de voir un gros tombé dès le premier tour? Ça paraît quand même assez improbable. Bon, mais il y a des équipes qui se ratent complètement parce qu'il n'y a rien qui va, mais c'est assez rare. Dans ce qu'on a vu dans les autres compétitions qui sont passées à 24, c'est quasiment pas arrivé ou très peu. Mais il y a des équipes qui
Parce que voilà, la génération n'est pas bonne, etc. Il y a rien, le premier match, vous perdez, le deuxième aussi, vous perdez. Après, vous n'êtes plus dans le truc. Ça peut arriver, mais après, je pense que ça va être compliqué. Mais on est dans le football africain, donc tout peut arriver, toutes sortes de choses arrivent. Non, mais sincèrement, quelle grosse nation du continent pourrait tomber là, en plus avec le système du meilleur troisième aussi. Donc dans ce cas, ça voudrait dire que le gros doit finir quatrième. Quatrième, ce serait assez Ou improbable. bien moins... un très mauvais troisième. Un très mauvais troisième. Bah, je vois pas. Ça sera une grosse surprise. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'à 24, les gros sont d'une certaine façon avantageux. Si tu n'arrives pas à être parmi les deux premiers, arrange-toi à être moins parmi les meilleurs troisièmes. Donc, ils ont de la marge. Mais on ne sait jamais, en sport, tout est possible. Il y a des moments où il y a des tournois où rien ne vous réussit. Ouais. Vous avez 3 matchs, 3 défaites, vous rentrez à la maison. Alors justement, première CAN à 24, donc plus de matchs en fin de saison. Ça sera en juin, une première aussi. En Égypte, il va faire chaud. À quoi s'attendre en termes de jeu et de prestations des joueurs par rapport à leur fraîcheur? Moi, mon inquiétude aussi, mon interrogation aussi à ce niveau, est-ce que les joueurs seront frais, puisque la plupart des joueurs viendront d'Europe, dans quelle forme physique ils seront? C'est là la grande interrogation. Mais au niveau des jeux, vu le nombre de matchs et le nombre des équipes qui ne sont pas considérées comme des gros calibres, on aura à la fois des matchs intéressants, mais dans l'ensemble, on aura beaucoup de matchs où on va peut-être s'ennuyer. Mais j'espère me tromper. Et la fraîcheur dépendra également de la qualité de jeu. Si les joueurs sont frais, sont dispo et sont bien reposés après une longue saison en Europe, on aura de la qualité. Mais si c'est la fatigue où ils viennent et juste, bon, il faut honorer l'engagement, on aura des matchs ennuyeux. Bah, après, bon, je pense déjà un facteur important qu'on occulte toujours et pas nous ici, mais que ça arrange les gens des difficultés, c'est la qualité des pelouses. Ouais. Il faudra qu'elles soient comme il faut. En Égypte, ça devrait aller. Voilà. Et ensuite, moi je crains, désolé, mais moi je crains le syndrome Euro 2016. C'est-à-dire qu'on avait augmenté, oui c'est bien, tout le monde vient, machin, en fait, de toute façon pour faire plaisir à aux fédérations, parce que c'est ça le truc. Et puis on s'est retrouvé avec beaucoup de matchs ennuyeux. Bah, c'est pas une façon quand on augmente le nombre d'équipes dans les compétitions, on passe de 32 à 48, suivez mon regard. On perd toujours en qualité. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de matchs, alors on risque de s'ennuyer, mais peut-être où les matchs où on aura des équipes qui n'auront rien à perdre, la Namibie ou des équipes comme ça, ou la Mauritanie, Madagascar, des trucs comme ça. Je pense que ce genre de match, les équipes vont se lâcher et on pourra avoir de belles surprises. Mais a priori, ce genre de compétition fait baisser la qualité du jeu, ça c'est sûr. Alors, quand on sait que la CAN, c'est quand même la vitrine du football africain, c'est la vitrine du continent de la CAF, première CAN à 24, première CAN au mois de juin, est-ce qu'on ne peut pas dire que la CAF, elle joue gros justement sur ces compétitions, parce que quand on voit qu'il y a eu le fameux glissement des CAN, on a retiré le Cameroun pour passer à l'Égypte, tout ce qui s'est passé avant, l'image de la CAF qui a été un petit peu écornée, est-ce que là, c'est pas un tournant quelque part peut-être pour la compétition? Mansour, j'ai l'impression qu'à chaque édition, la CAF joue gros. Oui. Déjà, l'édition antérieure, on avait parlé de la possibilité d'aller organiser la CAN au Qatar. Tout à fait. Le Gabon a pris en remplacement du Maroc. Là, c'est le Cameroun, c'est l'Égypte. On a l'impression que la CAF ne maîtrise pas sa compétition, ne s'impose pas, ne se dit pas. Il n'y a pas, une obligation morale, c'est-à-dire un pays qui accepte doit aller automatiquement au bout. Ouais. Et on a l'impression que ça cafouille. Et là aussi, c'est un gros tournant parce qu'on a attendu longtemps pour savoir le nom du pays organisateur. L'Égypte est arrivée. Donc les éliminatoires finissent automatiquement. Dans quelques jours après, il y a le tirage au sort et à la compétition. Tout ça, ce n'était pas prévu. C'est comme de l'amateurisme. C'est dans l'urgence, tout ça. C'est très dans l'urgence. Dans l'urgence. La CAF s'est dit la compétition doit avoir lieu en 2019. Peu importe tout ce qu'il y a autour. Et la compétition va avoir lieu. Moi, je crois que c'est un tournant important. Si le spectacle, les 24 vont nous proposer, est à la hauteur, je crois que la CAF peut dire j'ai eu la bonne idée de mettre à 24. Mais si le spectacle laisse à désirer, comme Bruno a dit tout à l'heure,
ça voudrait dire que le Cap aura échoué quelque part et puis prochainement arriver à bien stabiliser la question de l'organisation, qu'il n'y ait pas de glissement, qu'il n'y ait pas de changement en dernière minute, parce qu'on a l'impression que ça n'arrive que en Afrique, en Europe ou en Asie, quand un pays organise une compétition, c'est sérieux, c'est calé. Donc Bruno, votre mot de la fin aussi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette édition 2019? Bah bon, moi je pense qu'il y aura toujours des belles surprises. Voilà, c'est toute une ambiance. Je sais qu'en Europe, la CAN, il faut toujours la dénigrer. Les gens ne comprennent pas, mais c'est toute une ambiance, c'est toujours exceptionnelle, plein de couleurs, toujours tout en joie. Des joueurs abordables aussi, voilà. Plus que dans les grosses compétitions. Voilà. Après, moi voilà, c'est un bon test de voir si une CAN en été ça fonctionne. Et après, comme une petite parenthèse, on a parlé de l'état physique des joueurs. Aujourd'hui, il y a des préparateurs physiques, normalement diplômés, compétents dans les sélections. Donc, il n'y a pas d'excuse pour moi. Donc, j'espère une bonne CAN, voilà, où on va voir des révélations, on va voir plein de surprises. Voilà. En tout cas, nous, on espère aussi que le jour sera rendez-vous. On rappelle la CAN juin-juillet. Ce sera un mois de compétition, 24 équipes. Succession du Cameroun qui est lancée. Est-ce que le Cameroun va s'imposer en Égypte ou alors qui va s'imposer derrière l'Égypte? Parce qu'apparemment, les premiers à l'Égypte. Réponse dans quelques mois. En tout cas, sachez que pendant la compétition, tous les jours, vous aurez une émission quotidienne qui va revenir sur les matchs de la journée. Nous, on donne rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.